J'ai cette vieille plaquette PCB de récupération qui traîne depuis des années. On essaie de faire fonctionner son affichage à LED? Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Ouais, ça fait au moins 20 ans que je vois cette plaquette PCB dans mon lot de PCB de récupération. C'est visiblement une devanture d'appareil quelconque. Elle m'appelle, cette plaquette, particulièrement la partie affichage. Était-ce un double affichage heure, minute, seconde? À l'origine, aucune idée. Pourquoi ne pas faire un peu de rétro-ingénierie aujourd'hui? C'est formateur comme exercice. On va faire une analyse visuelle du PCB et tenter de comprendre comment le circuit d'affichage fonctionne. Et si on comprend ce qui se passe, on pourra tenter de le faire fonctionner à nouveau. Au final, on aura peut-être besoin même d'un microcontrôleur pour faire afficher quelque chose d'intelligent. À voir. Lançons-nous donc sans tarder dans l'exercice. Alors, voici la plaquette en question de proche. On voit que, essentiellement, là, il n'y a que des puces TTL de la série 74. Donc ça, en partant, là, c'est la première chose qu'on note. Des puces TTL classiques, là, ça devrait être assez facile de s'interfacer pour faire fonctionner l'affichage. Il n'y a pas de microprocesseur, de mémoire particulière, quoi que ce soit. Là. Ceci dit, on s'aperçoit qu'il y a 12 affichages à 7 segments. Alors déjà là, en partant, 12 x 7, 84. Plus les points. Je ne sais pas si les points vont être utilisés dans cet affichage, mais en voilà 6, 12 de plus. Ça veut dire 96 segments qui doivent être contrôlés. Ça va prendre beaucoup de puces TTL et c'est exactement ce qu'on a. Ce qu'on a là, si on regarde la plaquette en grande majorité, ce sont des 74 LS 164. Alors, on va faire des recherches pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, c'est à peu près tous des 74 LS 164, sauf un 74 LS 147, un 74 LS 145. Donc, on va regarder cela de plus près. Pourquoi des 164? Qu'est-ce qu'on note aussi? Il y a beaucoup de réseaux de résistance. On s'attendrait à cela puisqu'il s'apprend des résistances pour limiter le courant. Présumant que les puces ici s'interfacent directement, là, puce TTL 0,5 volts. 5 volts, c'est trop. Il faut limiter le courant sur les segments. Donc, on se serait attendu effectivement à avoir des résistances. Et ici, il y en a beaucoup. Ce sont tous des réseaux de résistance distribués sur la plaquette. Il y en a ici aussi. Alors, ce qu'on note aussi, c'est que, je vous ai parlé de 96, mais en plus, il y a 6 LED ici. Ça fait 102 points à contrôler, si vous voulez, allumer et éteindre. Il y a aussi des interrupteurs rotatifs, des sélecteurs rotatifs. Je vois ici que c'est du 1-1-10 et il y a du 1-1-8, donc des 10 positions et des 8 positions. Cette partie-là m'intéresse un peu moins parce que je crois que c'est juste, au fond, là, une sélection de différentes positions qui sont envoyées au microprocesseur qui n'est pas sur cette plaquette. Ça, ce n'est que la plaque frontale, si vous voulez, de l'instrument. Alors, il n'y a pas de régulateur de tension, c'est tout du TTL, donc on s'attendra à recevoir 5 volts sur cette plaquette. Déjà aussi, on peut déterminer ça. On fournira du 5 volts pour faire fonctionner cette plaquette. L'envers de la plaquette, pas grand-chose, absolument aucun composant, sauf il y a une grosse bobine de filtrage et le condensateur de filtrage pour le 5 volts vraisemblablement. Oui, c'est un condensateur de 10 volts. 2200 microfarads, 10 volts, donc clairement, c'est sur le 5 volts. Il y a probablement juste du 5 volts sur toute cette plaquette. Bon, j'ai noté ici qu'il y avait une zone ici, ça a été détruit, ça a été brisé. Donc, je dois réparer cela avant parce qu'il y a des pistes qui passent en dessous. Je vais devoir refaire des connexions. Et plus encore, il y a une grosse piste très large qui passe ici et la plaquette est cassée. On voit le morceau là qui est... Alors, je dois faire de la réparation. De ce côté-ci, il y a une des 3 broches de l'interrupteur à bascule qui est carrément arrachée de son interrupteur. Donc, j'enlève l'interrupteur
je vais faire de la réparation et on verra ici, c'est des grosses pistes qui sont commutées par la bascule. Donc, on verra à quoi ça sert, peut-être alimenter une ou l'autre des rangées de DEL. J'en ai aucune idée. La dernière chose à mentionner, c'est que c'est un connecteur ici. Tout arrive sur cette plaquette, ou tout part là, par ce connecteur. Il n'y a pas énormément de contacts, il y a 20 contacts. Donc clairement, compte tenu qu'on a 102 points à contrôler, il y a une forme de multiplexage. Il y a donc des signaux qui vont transporter l'information de tous les affichages. On peut probablement s'attendre à ce qu'il y ait des multiplexeurs ou en tout cas des décodeurs ou des sélectionneurs 3 à 8 ou 1 à 8 ou des registres à décalage, série à parallèle. Donc un petit signal va aller par décalage contrôler tous les affichages. Donc un beau petit défi, mais ça devrait bien se faire. On va regarder ça. Commençons par tout le côté affichage. 74 LS 164. Ouais, ben les choses se précisent, puisque le 74 164, le LS 164, c'est un registre à décalage comme je le croyais. Essentiellement, là, on va recevoir une donnée série ici, une entrée dans la puce, et cette donnée-là, on va la faire se propager en sortie, et à chaque coup d'horloge qu'on reçoit, la donnée s'en va, la nouvelle donnée qu'on met ici s'en va en sortie, mais celle qui était déjà là s'en va à la position suivante. Et celle qui était déjà là, bien, s'en va à la position suivante et ainsi de suite. Donc, en envoyant une série de bits, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, et à chaque bit, on envoie un coup d'horloge, c'est en fait un front montant. Lorsque l'horloge va de bas à haut, ici donc, que la donnée se trouve être transférée en sortie et celle qui était déjà là s'en va en suivant. Alors, il y a une entrée A et une entrée B. C'est donc une fonction et, non et, mais ça c'est à l'interne, c'est pas grave. Alors, comment faire pour s'assurer que la donnée va se propager? Bien, on pourrait par exemple mettre l'entrée A au plus 5. Si on met l'entrée A au plus 5, bien, l'entrée B peut recevoir la donnée qu'on va lui appliquer. Et c'est cette donnée-là qui va se retrouver en sortie ici. Alors, ça, c'est 164. Qu'est-ce qu'on fait si on en a plusieurs? On peut les cascader. On peut prendre la sortie QH, qui est le poids le plus élevé, donc les bits se seront propagés 8 coups d'horloge, puis les sorties se seront remplies des 8 bits qu'on a fournis ici. Si on donne un autre coup d'horloge, bien, on peut prendre cette sortie-là et l'envoyer à l'autre puce d'à côté, à l'entrée, tout simplement. Et continuer avec nos coups d'horloge. Et en autant que notre signal horloge est commun à tous les 164, bien, ils vont tous se cascader, se décaler. Donc, la donnée du 8e bit va aller à l'entrée de la puce suivante, puis le coup d'horloge va faire que le coup suivant, bien, la donnée va se retrouver là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut en cascader autant qu'on en veut de ces 164. Alors, c'est la beauté de la chose. Dans ce cas-ci, on avait vu qu'on en avait quoi? Au moins 10, 12, je crois que c'était une douzaine qu'on a vu. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'il y a un seul signal d'horloge, il y a un seul signal de données, une ligne seulement, qui va dans un premier 164. Le signal d'horloge s'en va à tous les 164. Et la sortie ici est envoyée à l'entrée du 164 suivant, et ainsi de suite, pour couvrir tous les 164. Alors, pour ce qui est de l'interface au LED, au segment, ben, on peut s'attendre à quelque chose comme ceci, c'est-à-dire plus 5, parce que les LED sont anodes communes. Et ça, ben, on le vérifie en regardant la fiche technique du LN526RA. C'est bien marqué sur la plaquette de circuit imprimé, LN526RA. Fiche technique encore disponible malgré tout. Et on s'aperçoit que, ici, c'est anode commune, rouge.
Donc, en mettant notre résistance qui limite le courant, parce que oui, ça prend une résistance pour limiter le courant, et en mettant l'anode, ici, au plus 5, et en appliquant des masses, donc des signaux bas, sur nos 164, donc nos données, bien, on va pouvoir faire allumer les LED, et il y aura bien sûr une LED par sortie, tout simplement. Un segment, si vous voulez, d'affichage, ou une LED, là, il y en a 6 à droite. Alors, on va aller vérifier si c'est bien comme ça que c'est implémenté. Alors, si mon hypothèse s'avère exacte, le signal d'horloge devrait être commun à tous les 74-164. À mon avis, c'est comme ça que c'est fait, puisqu'il y a très peu de signaux sur le connecteur. Donc, il va y avoir probablement un signal d'horloge qui va arriver du connecteur et qui va aller à toutes les puces pour cadencer la mise à jour de tous les 74-164. Donc, faire la cascade, si vous voulez, là, le décalage. Donc, je vais vérifier. C'est la broche 8. Je vais utiliser ma sonde de court-circuit sans risque ici. Et je vais vérifier pour de la continuité, tout simplement. Alors, je m'attends à ce que toutes les broches 8 soient connectées ensemble. Alors, je vais me prendre une des broches 8 ici. C'est un 14, donc la 8 est ici. Oui. Oui. C'est bien cela. On va toutes les parcourir pour être sûr. OK. Les autres, ça n'en est pas. Alors oui, tous les signaux d'horloge clock sont tous en commun. Et où est ce clock sur le connecteur? Je vois ici que les signaux vont tous par là-bas, donc c'est probablement, il y en a 2 ou 3 qui vont plus par là. Ah, trouvé. Alors, OK. Alors ça, c'est la broche d'horloge qui va à toutes les puces. OK. Notez, l'avant-dernière. Maintenant, il y a le signal de données, si vous voulez, donc l'entrée sur un des 74-164 qui, lui, reçoit la donnée du microprocesseur sur une autre plaquette. Alors, il y a un des 74-164 qui va avoir sa ligne A ou sa ligne B connectée sur le connecteur, fort probablement. Alors, je prends ici une ligne, là, je vois que l'autre qui est juste à côté, qui semble aller sur cette puce. Alors, je vais juste voir, je vois une piste là, qui descend là, je vais me mettre là, puis je vais voir la donnée A ou la donnée B. Pas ici, pas ici. Ah. OK, la piste, je crois qu'elle tourne, c'est pas évident à cause du marquage, là. Alors, ça serait la B. Ouais, les autres ne l'ont pas. Alors, il semble qu'ils utilisent la ligne B. OK, alors voilà, la ligne B. Ça, c'est l'entrée du premier 74-164. Et la sortie, QH, d'après le dessin, c'est cette broche ici, la broche 13. Alors, on pourrait s'attendre à ce que la broche 13, donc la sortie de la première puce, est sur l'entrée B de la deuxième puce, puisqu'ils vont être branchés en cascade au niveau de la donnée. Alors, je me branche ici sur la broche 13 et je cherche l'entrée B sur une autre des puces. Alors, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé. Ah, la voici. Et je vois la piste, effectivement, qui sera en surface, qui va ici et qui s'en va au deuxième. Alors, probablement que la sortie ici va aller à celui juste à côté. La logique, ça serait qu'il soit placé juste à côté, là. Alors, je me prends à la sortie du deuxième et je regarde l'entrée B du troisième. C'est bien cela. Alors, ils sont tous cascadés, fort probablement, jusqu'au dernier qui est ici. Le placement des pièces, là, les emplacements, je vais vous dire, là, ça paraît que c'est une plaquette à 2 faces, puis qu'il y avait beaucoup de signaux parce que ça semble passer par Rome pour aller à Paris, cette chose-là. Là. Donc, je vais présumer de ceci, et j'ai trouvé mon deuxième signal, c'est bien celui-ci, la donnée. Ah oui, j'ai dit que c'était ici. C'est bien cela. OK, alors, horloge, données et les alimentations, c'est assez évident, là. Il y a ici une grosse bobine et un condensateur de filtrage.
Et on voit là, des pistes super larges qui viennent sur le connecteur. On voit très bien où c'est. Vous allez peut-être avoir de la difficulté, mais il y a 4 broches pour le plus 5 et 4 broches pour la masse. Donc, quand on regarde sur le connecteur, là, ce sont les 4 dernières des deux côtés, puisque c'est un connecteur à 2 faces. Donc, 8 broches totales pour l'alimentation et la masse. Le signal horloge est ici et le signal données est ici. Alors, avec cela, je peux essayer de faire fonctionner la plaquette. Je vais mettre l'alimentation dessus, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, j'ai fait la réparation des pistes cassées au mieux que je pouvais en faisant de l'observation. J'ai vu où les pistes étaient coupées. J'ai donc reconstruit avec un bout de fil et 3 bouts de fil ici. Donc, en espérant que ça soit correct. On va le voir assez rapidement. J'ai aussi mis un petit cavalier ici sur l'interrupteur pour remplacer l'interrupteur à bascule. Je l'ai carrément enlevé. Il y a un des côtés que ça ne touchait à rien. C'était vraiment juste allumé ou éteint. Donc, j'ai mis en commun, j'ai court-circuité les 2 broches de l'interrupteur qui avaient des nœuds, donc qui avaient des signaux, des pistes qui se branchaient. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais me fabriquer une petite plaquette pour interfacer, pour me brancher ici. Vous allez voir, j'ai une petite idée. Alors, pour me connecter à ce connecteur de bordure de plaquette, j'ai découpé d'une ancienne plaquette que j'avais. J'en ai beaucoup des plaquettes, j'en ai quelques centaines, OK? Bien honnêtement, là, j'ai 5 grosses boîtes là, de plaquettes de surplus. Donc, j'ai découpé la bordure et j'en ai gardé que la largeur nécessaire pour me connecter sur ce connecteur. Et j'ai fait les connexions pour le plus 5 et la masse. Et l'horloge en vert et la donnée en blanc. Et là, je peux me brancher, me connecter ici, comme cela. Et ça correspond bien aux broches que j'avais dit données et horloge. Et en plus, ben, c'est bien le plus 5 et la masse, tels que je les ai suivis sur la bobine, le condensateur et ainsi de suite. Donc, je suis prêt à faire des essais. Je vais y aller en surveillant quand même le comportement général, puisqu'ici, j'espère qu'il n'y a pas de dommages additionnels de court-circuit. Mais une chose que je peux faire, c'est que je peux prendre ma sonde de court-circuit à nouveau et je peux vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur l'alimentation plus 5 volts. Tout simplement, je vais me prendre sur le condensateur électrolytique. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de court-circuit franc, en tout cas, ça c'est certain. Donc, je peux y aller en appliquant une tension. On va voir ce qui va se produire. OK, alors j'y ai branché une alimentation 5 volts et je vais monter graduellement l'alimentation. Normalement, on ne fait pas ça sur un circuit logique, mais pour voir qu'il n'y a pas de court-circuit et que tout semble bien fonctionner. Ah, OK, les éléments s'allument, mais au hasard, visiblement. Je suis rendu à 4 volts, 5 volts. Voilà, j'ai atteint 5 volts et c'est allumé. Tout semble normal, tel quel. C'est au hasard, donc je vous dirais que tout est correct. Les LED ne sont pas allumés. Tout semble correct. Et au niveau du courant, je vérifie le courant, c'est 300 mA. Alors, n'oubliez pas ici, il n'y a aucun multiplexage dans le sens où il n'y a aucun système d'affichage en rotation où il y a seulement un segment d'allumé à la fois pour diminuer la consommation de courant. Tout est allumé en même temps. Les puces 74 tirent le courant sur les segments tout en même temps. C'est pour ça qu'on parle d'un courant de 300 mA. Il y a tous les segments, plus toutes les puces 74 qui sont allumées présentement, et les pull-up, les pull-down. Alors, c'est beaucoup de consommation, mais visiblement ici, dans ce circuit, il n'y avait pas nécessité d'être frugal au niveau de l'alimentation. Donc, on parle d'un watt et quoi? Un watt et demi à peu près, quelque chose comme ça, de consommation. Et là, bon, là, présentement, c'est difficile de toucher, de savoir. Prochaine étape, c'est d'envoyer des impulsions. Donc, il semble jusqu'à maintenant que ma réparation tienne le coup.
je vais envoyer des impulsions. Là, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors, pour injecter des pulsations dans un circuit, il y a bien des petits trucs qu'on pourrait prendre. Mais moi, j'ai depuis longtemps, et je ne vous l'ai jamais montré, ce pulsateur, si vous me permettez le terme, ce n'est pas une sonde donc qui mesure, c'est un appareil qui injecte des pulsations. C'est un pulsateur logique, c'est le HP546A. Ça ne se fabrique plus depuis au moins 25-30 ans. C'est donc un petit appareil qui peut injecter toutes sortes de pulsations, soit à l'unité, à chaque fois que je pèse, soit un train d'impulsion, en le maintenant. Donc, il y a toutes sortes de façons que je peux... Il y a aussi à des fréquences différentes. Donc, je vais utiliser ceci sur le signal d'horloge. Maintenant, on a vu que les LN526RA, ce sont des affichages à anode commune. Donc, c'est le plus 5 qui est mis en commun sur tous les segments et c'est des masses qui sont appliquées à travers une résistance, bien sûr, pour limiter le courant. C'est toutes les résistances, les réseaux de résistance. Donc, ce sont des masses appliquées pour faire allumer. Donc, je vais appliquer des masses partout sur les 74-164. Et je vais espérer que ça va faire allumer aux bons endroits. Parce que présentement, les puces se sont allumées dans n'importe quel état. Il n'y a pas eu de clear, il n'y a pas eu d'effaçage qui a été fait sur les puces. Alors, je prends le signal donné et je vais le brancher à la masse. OK? Comme cela. Alors là, il est branché à la masse en permanence. Je me suis mis dans un via. Et je vais envoyer des impulsions sur le signal d'horloge. On va voir ce qui va se produire sur l'affichage ici. Alors, je me branche sur l'horloge. J'aurais pu aussi simplement piquer la broche ici. Là. Ça revient exactement au même. Oups! Il s'est défait de la masse. Bon, j'espère que ça va rester. Voilà. Alors, je me branche ici et je vais envoyer des impulsions. Alors, je m'attends à ce que, étant donné que je mets des niveaux bas partout, sur toutes les sorties des 74-164, mais évidemment, ça va se cascader une sortie à la fois, je m'attends à ce qu'on voit de plus en plus de segments qui vont s'allumer. Dans quel ordre, je ne sais pas, mais j'y vais en envoyant des impulsions. Alors, et non seulement il va y avoir de plus en plus de signaux qui vont s'allumer, mais ce qui est déjà présent va tranquillement s'en aller, va quitter l'affichage. Alors, visiblement, je vois ici, si vous regardez en bas, ici, il y a tout allumé, et c'est en train de tout s'allumer, effectivement. Donc, c'est parti d'ici. Et ça s'en va tranquillement. Je vais faire allumer, présumément, dans l'autre rangée ici, au fur et à mesure que j'envoie des impulsions. Et c'est effectivement ce qui se produit. On est rendu ici. J'en continue à faire cascader des zéros partout. Évidemment, c'est le décalage là, qui se produit entre toutes les sorties. J'envoie des zéros. Et les zéros se propagent. Et je vais continuer. J'aurais pu faire un train d'impulsion aussi, mais je crois que c'est intéressant de le voir. On est rendu ici. Ah, ça, c'est disparu. OK. Je continue. Non, il n'y a plus rien. Les LED se sont allumés aussi. Je n'ai pas remarqué quand elles se sont allumées. Là. Je vois que les points sont allumés. Ils semblent être allumés probablement en permanence. Ils sont branchés en permanence. Les autres points ne le sont pas. Je continue à envoyer des impulsions. Il ne se passe rien. Je vais même en envoyer 100. Non, il ne se passe strictement plus rien. OK. Alors, ceux-ci sont contrôlés. Tout ça, c'est contrôlé. Ça ne s'allume pas. Très probable que c'est la réparation qui est ici que j'ai faite qui ne fonctionne pas bien. Il y a celui-ci qui est un peu allumé. Vous voyez là, mais sans plus. OK. Alors, je vais regarder ce qui se passe ici. Essayer de comprendre si mes réparations sont correctes ou s'il y a peut-être une des puces qui est défectueuse. À voir. Alors, on me reproche parfois d'utiliser des instruments trop exotiques et ne pas me rabattre sur des instruments vraiment de base pour faire du déverminage. Bien, tiens, une sonde logique aujourd'hui, pourquoi pas? Alors, plutôt que d'utiliser l'oscilloscope, je vais sonder pour voir au moins si les horloges se rendent sur ces trois puces-ci, qui, à mon avis, s'occupent
de cet affichage, compte tenu de leur emplacement. Et on voit qu'il y a des pistes, là, je vous dis, c'est pas évident, là, je dis on voit, mais je tends à voir qu'il y a des pistes qui viennent ici à partir de ce bloc d'affichage. Alors, je vais envoyer des impulsions, je me mets sur la broche 8, et regardez la sonde, je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que le son est assez faible, mais regardez, je ne sais pas si vous voyez la LED, oui, vous devez la voir, je vais me tasser un petit peu, la LED jaune qui est marquée pulse. J'envoie une impulsion à partir de mon injecteur d'impulsion et il détecte une impulsion ici. Je le fais sur l'autre. Un petit peu de bruit là, quand on touche surtout. Là. Bon, voilà. Ça, c'est bon aussi. Et le dernier, finalement. Oui, ça aussi, c'est bon. Alors, l'horloge se rend. Maintenant, je peux vérifier la donnée. Alors, je vais me brancher sur la donnée ici de cette puce, donc la ligne B qui est l'entrée série, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais envoyer un train d'impulsion pour voir si ça va basculer, ça ici. Absolument. Donc, les données se rendent jusque-là. Donc, tous les 74-164 précédents font cascader les pulsations, la donnée. Visiblement, ça se rend aussi jusqu'à cette puce. Maintenant, en sortie, qui est le QH, la sortie de cette puce, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. J'ai pourtant vérifié les alimentations. C'est bon. Le 5 volts est sur la puce. La broche A, qui doit absolument être mise au plus 5 au niveau haut, elle est au niveau haut. Le signal clear pour effacer, il est niveau haut, donc il n'y a pas d'effacement volontaire qui est fait à ce niveau-là. Donc, j'en conclus que la puce est défectueuse. La suivante, je ne sais pas trop, mais clairement, elle ne reçoit pas son signal qui vient de QH de la porte précédente. Elle reçoit son horloge. Si on l'a vérifié, le plus 5 est là. La masse est définitivement là. Je peux le vérifier comme ça ici. Voilà. La masse est là. Le signal A est haut. Regardons la précédente. Le signal A, qui doit être à haut, est haut. Le signal d'effaçage clear est à haut parfait parce que c'est actif bas. La masse y est. L'alimentation y est définitivement. Alors, j'en conclus que cette puce est défectueuse, un 74-164, et à cause de cela, elle n'envoie pas ses données à la puce suivante, et probablement pas à la puce suivante, de sorte que on a ça qui est dans le noir. En tout cas, il semble bien tout près, là, c'est pas clair du tout, du tout. Alors, je vais voir si j'ai un remplacement pour cette puce. Alors, dans mon lot de centaines de plaquettes, j'ai trouvé sur cette immense plaquette, s'il n'y a pas 100 puces sur cette plaquette-là, je vous le dis, là, c'est tout du TTL, ça date des années 70, 80, 1980, je vois des puces de 80, là. J'ai trouvé à quelque part ici un 74-164, j'en ai trouvé un. Je crois que c'est celui-ci. Je ne suis pas certain, là, je ne vois pas bien. En tout cas, avec une loupe, je l'ai trouvé. Alors, c'est le seul que j'ai. J'ai regardé dans tous mes stocks de pièces en surplus. J'ai regardé sur d'autres plaquettes et j'arrivais pas mal dans le bas de ma pile de plaquettes. Et sur celle-ci, ben, j'ai trouvé un 74-164. Alors, la chance, j'enlève celui-ci et je tente de remplacer celui-ci. On verra si je vais réussir. Et ça va me permettre de réviser à nouveau toutes les connexions. Alors, j'ai fait le remplacement du 74-164. La meilleure façon, lorsqu'on va balancer l'ancien vraiment aux poubelles, c'est de couper individuellement toutes les broches avec des pinces coupantes, une par une, lorsque la pièce est toujours soudée sur la plaquette. On coupe toutes les broches et donc on a le boîtier dans nos mains et par la suite, on peut travailler avec un fer à souder et retirer avec des petites pinces Bruxelles, là, des pinces à sourcils, on peut retirer chaque broche très facilement, même que avec la pointe du fer à souder, lorsqu'on applique la chaleur sur l'îlot et la broche,
On peut simplement soulever et la broche reste collée par capillarité sur le bout, de la panne. Donc, pas de difficulté à enlever les broches une à une. Et ensuite, on nettoie, soit avec un pistolet à dessouder. C'est très facile de nettoyer les trous. Il n'y a plus rien dedans. Ou bien avec de la tresse à dessouder, bien sûr. Donc, c'est la façon que j'ai utilisée. Et pour récupérer la nouvelle pièce, bien, celle que j'ai posée, là, j'ai utilisé de l'air chaud carrément. J'ai chauffé parce que la plaquette en soi, je ne voulais pas la garder. C'est la grosse plaquette donneuse de pièces. J'ai simplement arrosé de chaleur avec mon pistolet à air chaud, là, tout simplement. Et ça s'est dessoudé bien tranquillement. J'ai pu retirer la pièce d'un seul trait. Alors voilà, j'ai mis la plaquette sous tension et le moment de vérité, je prends mon injecteur de pulsation, je me mets sur n'importe quelle horloge ici, sur n'importe quelle des 74-164, on sait que la broche d'horloge est en commun, et je vais envoyer un train au moins d'une centaine de pulsations pour voir ce qui va se produire. Bon, là, tout s'est éteint parce que ma broche est flottante, donc probablement au niveau bas, ma broche donnée. Alors, c'est bien ça. Je vais la mettre au niveau haut. Je vais la mettre au niveau bas, donc pour allumer tous les affichages. Et j'envoie un train de 100 impulsions. Oui, excellent. Réparé. Tout est allumé de la bonne façon. Et je vais renvoyer un train d'impulsion pour éteindre le tout. Et on voit là, que les points, finalement, sont contrôlés aussi. Et j'envoie donc une impulsion, un train d'impulsion. Et les points s'éteignent, sauf ces deux points qui sont toujours en permanence allumés. Ceux-ci sont vraiment connectés à la masse directement, visiblement, à travers toujours des résistances pour limiter le courant. Chaque segment a une résistance pour limiter le courant. Donc, voilà, hein, on est en voiture pour, si on voulait, là, faire afficher quelque chose sur cet affichage. Alors, si je veux automatiser l'affichage de quelque chose à partir d'un microcontrôleur, je n'ai pas le choix de découvrir c'est quoi la séquence. Donc, qu'est-ce qui contrôle quoi, quel segment, à quelle position, à quel bit. Donc, il faut que je découvre ce que c'est. Alors, je vais y aller une impulsion à la fois. Tout est éteint présentement. Donc, je m'assure que le niveau bas est placé sur la donnée et j'envoie une première impulsion. Impulsion 1. OK. LED 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 9. Ah, OK. Alors, c'est une séquence de 8. Parce qu'on commence une deuxième LED. Là. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait. C'est des séquences de 8. Voilà. Alors, c'est des tranches de 8. Le premier bit, c'est pour allumer une des LED ici. Et les 7 autres, c'est pour les 7 segments. On a vu l'ordre. OK? Et je continue. Ah, là, j'ai envoyé une impulsion, il ne s'est rien passé. Donc, il y a un espace de libre. Parfait. Et là, il ne devrait plus y avoir rien. Non, il n'y a rien. Donc, ces points-là sont toujours allumés. Ceux-ci sont dans la séquence, mais plus tard, ceux-ci aussi. Ils sont ensemble. Alors, est-ce que je peux faire afficher quelque chose sachant cette séquence-là? Bien sûr. Alors, vous aurez compris que j'utilise un Arduino Uno, 2 broches, broche horloge, broche donnée, et j'envoie l'information tout simplement à la plaquette. Pas difficile à faire, quelques lignes de code. Il faut quand même penser à la séquence comme il faut avec les segments. Il a fallu que je me reprenne à plusieurs reprises pour arriver au bon segment allumé, au bon endroit. C'est un peu à l'envers comme séquence, là. Puis en plus, c'est 1, ça veut dire éteint, puis 0, ça veut dire allumé. Ça fait que, Ouais, eh bien, voici le code source très rapidement, puisqu'on dépasse déjà les 30 minutes dans la vidéo.
nos caractères que j'ai définis. Donc, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite, là. Et les 0, c'est allumé et les 1, c'est éteint. Bien sûr, on a compris que les niveaux bas, il fallait appliquer des niveaux bas pour allumer les caractères. Alors, je définis toute la chaîne que vous avez vu défiler il y a quelques secondes et ça tourne en rotation, bien sûr. J'ai défini chaque bit en réfléchissant à quel segment je voulais allumer pour quel chiffre, tout simplement. Et je vais bien sûr envoyer ces données un mot à la fois, donc un caractère à la fois, et un bit à la fois. Et bien sûr, je dois définir les deux broches, clock et data, mes deux broches en sortie. Et je mets tout de suite le niveau bas sur l'horloge pour être prêt parce qu'on a vu que c'est un front montant qui fait transférer la donnée. Et puis, on tombe dans la loupe, la boucle, tout simplement. Qui, elle, bien sûr, comme je le mentionnais, scanne chaque caractère. Donc, au total, je vérifie combien il y en a et je passe à travers tous les caractères dans cette première boucle ici. Et dans l'autre boucle, bien là, je passe à travers les 8 bits et je les envoie tout simplement. Donc, j'applique la donnée sur la broche de données. Et je monte le niveau, la ligne clock et j'abaisse la ligne clock. Et j'ai un petit délai pour que les choses défilent tranquillement, pour qu'on puisse lire. Alors, c'est ça le code source, c'est rien de plus pour le faire fonctionner. Ah, mission accomplie pour l'affichage. Il reste tout de même la partie sélecteur rotatif. Comment sont-ils branchés? Comment est-ce que le microcontrôleur qui se branche au connecteur à l'arrière, comment est-ce qu'il peut lire leur position respective à ces 7 sélecteurs? Faites donc l'exercice de recherche. Voici l'info dont vous aurez besoin. Il y a 4 sélecteurs de 10 positions, 3 sélecteurs de 8 positions. Comme circuit intégré, il y a un 74LS145, c'est un décodeur à 10 bits, et un 74LS147, c'est un encodeur à 10 bits. Il y a 9 résistances pull-up attachées au plus 5 volts. Finalement, il y a 8 pistes qui sont passées jusqu'au connecteur qui interface au microcontrôleur. Saurez-vous résoudre le casse-tête? Et voudriez-vous que je vous explique la solution dans une vidéo? Si oui, bien, manifestez-le dans les commentaires. J'ai trouvé ça très amusant, l'exercice d'aujourd'hui. Je crois que ça en valait la peine de passer tout ce temps ensemble, plus de 30 minutes encore une fois. Et vous, vous avez apprécié? Si c'est le cas, dites-le moi avec un pouce vers le haut. Merci et à la prochaine!